Cette extension Visual Studio Code est très ingénieuse. Elle vous permet, quand vous tapez du code, de garder une trace, un repère visuel avec ce surlignement mauve de ce que vous venez de taper. Si bien que quand vous allez taper quelque chose ailleurs, eh bien vous avez un rappel visuel de ce qui vient juste d'être saisi. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, vous pouvez très facilement passer d'une zone de code édité à l'autre sans d'un coup d'œil, en fait, tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'elle a appelé Footstep? Simplement parce qu'elle a voulu s'inspirer du fait que quand on marche sur du sable humide, au départ, on voit bien nos empreintes de pas et très vite, elles s'estompent. C'est la même logique qui a été utilisée dans votre IDE. Alors l'auteur a également mis en place un petit raccourci clavier qui vous permet, quand vous êtes un CTRL-ALT-Left ou CTRL-ALT-Right, de pouvoir passer d'une zone que vous venez d'éditer à l'autre rapidement. Donc c'est l'autre petit plus. Et en plus, vous pouvez également personnaliser la couleur, si vous n'aimez pas ce mauve, hein, qui est pas mal, eh bien vous pouvez très bien changer de couleur pour avoir une couleur qui correspond plus à vos goûts. Vous pouvez même régler l'opacité. Et vous pouvez même passer, quand on voit les commandes disponibles, d'un fichier à l'autre que vous venez d'éditer, donc qui aurait été surligné. Donc ça aussi, ça peut être très sympa. Une faille de sécurité majeure a été détectée par deux white hats. Alors une faille de sécurité majeure et qui touche des firmes aussi célèbres que Apple, PayPal, Shopify, Netflix, etc. Quand même des gros, Microsoft aussi, je l'oubliais, Uber, Tesla, bon c'est assez énorme que ça touche autant de monde. Et l'attaque auquel a pensé l'auteur est géniale, c'est génial de simplicité. Et il a tout simplement constaté que, en regardant le package.json dans le cas d'NPM, parce qu'en fait il a remarqué le même genre de faille chez les utilisateurs de Ruby, parce qu'il y a les Ruby Gems, et PyPy, donc pour les auteurs de Python, Pipi comme disent certains en français, c'est pas très joli. Voilà, c'est la même logique, c'est des repositories. Et donc il a constaté une chose, c'est que certaines entreprises utilisaient des packages privés qui n'existaient pas, bon nous on va rester sur NPM, qui n'existaient pas sur NPM. Et il s'est rendu compte qu'en créant un package du même nom sur NPM, eh bien, ce qui avait la priorité, c'était ce qui allait se retrouver installé quand vous faites un npm install. Donc ça va pas être le package créé par la société, mais ça va être le package que vous aurez mis sur npm. Donc ce qui est vraiment fort et ce qui est grave, en même temps, c'est que, par exemple ici dans le cas de PayPal, on dit bien tout de suite que c'est PayPal, eh bien si ce host PayPal qui n'existe pas sur npm se retrouve créé par un pirate qui décide ensuite d'installer dedans, de vous installer des backdoors, de vous installer des ransomware, tout ce que vous voulez, et il pourra le faire simplement. Et ce qui est encore plus inquiétant par rapport aux attaques qui reposent sur les noms mal orthographiés, parce que certains packages sont créés, des packages malicieux, simplement en prenant un nom de package connu et en changeant une lettre, comme si on avait fait une typo. Par exemple, je pense que c'est comme si vous aviez, par exemple, au lieu d'Express, eh bien vous pourriez avoir un package malicieux qui s'appellerait ex-repes, par exemple, vous inverseriez le P et le R, ou bien vous inverseriez un E et un S, vous créeriez un package du même nom qui lui serait malicieux. Donc quelqu'un, ça nous arrive tous, quand on tape vite, on va inverser deux lettres. Là, ce qui est fort avec cette attaque, c'est que même si vous tapez correctement le nom du package privé, qui a été créé par l'entreprise, et qui aurait décidé de créer un package du même nom sur NPM, eh bien ce sera sa version à lui, et qui sera prioritaire sur le package qui aurait dû être installé. Et ce qui est étonnant, c'est que l'auteur avait même précisé sur NPM que ces packages existaient uniquement pour des raisons de recherche, Security Research Purposes Only. Donc en plus il indiquait que ça n'a pas empêché pas mal de gens de se faire piéger. Heureusement, lui c'est un white hat, donc il a pas profité de la chose. Ensuite il explique comment il a fait également pour pouvoir récupérer des données sur différentes machines, serveurs ou clientes derrière un firewall. Mais le plus intéressant, c'est ce que je vous ai cité, c'est le fait qu'on peut créer des packages sur NPM qui correspondent à des packages existants et qui seraient privés. Alors ce chercheur, si la motivation que vous avez est pécuniaire, vous pouvez voir qu'il a gagné 130 000 $ avec ces failles. Parce qu'en fait, la chose est rappelée dans l'article, ne vous amusez pas à tester les failles de sécurité sans que ce soit dans le cadre d'un bounty programme. Alors bounty, je vous rappelle, c'est pas la friandise, c'est les primes. C'est un bounty hunter dans les westerns, c'est un chasseur de primes. Voilà. Vous avez des entreprises qui vous récompensent si vous avez trouvé des failles. Et évidemment, plus la faille est critique, plus on vous récompensera. Donc l'auteur en question, Alex Pearson, il a touché 30 000 $ de la part de 30 000 $ de la part de PayPal, 15 000 de Yelp, etc. Donc Shopify, 30 000, etc. Donc, si la sécurité vous intéresse, au passage, vous pouvez voir que c'est une façon intéressante de 30 000 de Shopify,
de pouvoir... alors là, c'est même plus arrondir ses fins de mois à ce niveau-là, mais bon, ça doit sans doute être réservé aux plus grosses pointures. Dans le genre de package moins spectaculaire, mais très utile, c'est un package qui vous permet, alors on en a déjà parlé dans des numéros précédents, hein, de cet auteur de package, Sint-Resorus. C'est un auteur très prolifique de package sur NPM. Et là, il a fait un package qui finalement vous permet... En fait, c'est un wrapper de Puppeteer. Vous savez, Puppeteer, c'est la version headless de Chrome qui vous permet notamment de pouvoir créer des scripts qui vous permettent d'ouvrir une certaine page, de pouvoir même saisir du texte dans des champs texte, pouvoir soumettre un formulaire, etc. et même faire des captures d'écran. Eh bien, cet outil vous permet... C'est un wrapper de Puppeteer qui vous permet de faciliter des tâches très courantes. Et comme celle-ci, par exemple, pour faire la capture d'un site, je repasse en dark mode, parce que, voilà. Et pour faire la capture d'un site, eh bien, il suffit de faire un require de ce package après l'avoir installé, hein, donc npm install capture website ou yarn add capture website. Vous faites un require, de là, eh bien, vous pouvez décider d'aller sur ce site et de faire un screenshot qui s'appellera screenshot.png. Et vous avez vu, un simple, comme ça vous retourne une promesse, il suffit de faire un petit async await ou un then, comme vous préférez, et ça vous fait une capture d'écran. Et ensuite, il y a plein d'autres petites options, et notamment émuler certains devices sur lesquels vous voulez faire une capture d'écran que vous avez envie de voir. Par exemple, à quoi ressemblerait le site dont vous voulez faire une capture d'écran sur un iPhone 10 ou... Bon, alors pas à vous de spécifier le type de device sur lequel vous avez envie de simuler la capture d'écran. Et vous pouvez également injecter des contenus. Alors vous pouvez, bon là c'est autre chose. Là vous pouvez masquer certains éléments, soit par leur ID, soit par leur type. Là vous avez envie de cacher la sidebar, là vous avez envie de cacher une image qui a une classe de add. Et vous pouvez également injecter des CSS ou injecter des fichiers JavaScript. Donc c'est vraiment très personnalisable. Donc si vous aimez Puppeteer, je pense que cet outil va bien vous plaire. Strapi a sorti un nouveau user guide, ça fait toujours plaisir. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous parler de Strapi cette année encore. Eh bien c'est tout simplement parce que Strapi, en 2021, va pousser la création de plugins. Et en fait, va pousser ces plugins, aussi bien ceux créés maison par Strapi, mais aussi ceux créés par des auteurs. Donc ça pourrait être vos plugins. Et celui qui est mis en avant dans cette news j'avais la date quelque part, du 18 février 2021, on est le combien là, le 22, par Rémi de Juvigny, qu'on salue bien, eh bien c'est le fait que Sentry, c'est un outil qui vous permet de loguer vos erreurs et surtout d'avoir un contexte. Et donc il y a une vidéo qui est très bien, qui dure que 5 minutes, donc je vous encourage à aller la voir, je mettrai le lien en description. Voilà, ce sera cette vidéo-ci, oui j'ai liké, j'ai même commenté, c'est tout bon. Et donc il vous explique comment servir de Sentry. Et là, bon, clairement, il a simulé une erreur, une bonne vieille nulle référence erreur où finalement vous essayez d'accéder à une propriété à quelque chose qui est nul, qui ne devrait pas l'être. Donc c'est très clair. Alors vous avez donc ce plugin pour Sentry, si vous êtes un utilisateur de Sentry ou si vous allez vous y mettre, que moi je vais tester la chose maintenant que ça va être facilement installable dans le contexte de Strapi. Donc un simple yarn add ou npm install de Strapi plugin Sentry vous permettra de pouvoir utiliser Sentry, puis ensuite de le configurer en allant dans config/plugin.js pour les utilisateurs de Strapi. Et de là, donc bon, vous aurez pu... faut faire gaffe, faut pas être dyslexique, hein. C'est pas DNS, c'est DSN. C'est Data Source Name. Donc bon, vous indiquerez votre Sentry DSN que vous devez obtenir, je suppose, sur Sentry. Et de là, vous aurez tout le contexte de votre application. Et en cas de bug, ce sera tout de suite logué. Et vous aurez des infos sur l'URL sur lequel vous étiez, sur... la partie du code sur lequel le bug s'est produit, donc quelque chose qui devrait faciliter la correction de bugs sur vos sites en prod, et plus particulièrement ici dans le cadre de Strapi. Et si vous avez envie de voir une petite démo, à condition évidemment que vous voyez la chose avant qu'elle soit produite, d'ici 3 jours, donc un webinar d'environ une demi-heure, pareillement je vous mettrai l'adresse en description, et donc ce sera, j'imagine, animé par Rémi de Juvigny. Alors vous savez que dans le monde de Node, il est facile d'obtenir des informations du serveur sur lequel s'exécute le script. Donc on a le package OS, si je me souviens bien. Là, c'est un package qui est dédié et beaucoup plus riche, si on peut dire, que le package de base qui s'appelle System Information. Donc si vous avez envie d'avoir des infos très précises, aussi bien sur ce qui est plugué côté audio, côté Bluetooth, ce qu'il y a comme imprimante pluguée sur le poste en question, quel périphérique USB, etc., bien vous pourrez utiliser ce package. Très simple d'utilisation, il suffit de faire un petit npm install de system information-save, et de là, un petit require, et ensuite, vous pourrez, si vous avez envie d'en savoir plus sur le CPU, vous ferez simplement, vous appellerez la fonction CPU, et de là, ça vous retourne quoi une promesse, et vous pouvez enchaîner un then et un catch.
Donc je crois que cet outil existait depuis un certain temps, ça doit être, oui, c'est la version 5 qui est sortie. Donc. Un bon petit rappel pour ceux qui souffrent parfois de la haine que subissent les langages, parce que nous, en tant que développeurs JavaScript, on a souvent entendu dire que JavaScript c'était de la... ce qui sort après la phase de digestion, eh bien, bon, pour les développeurs PHP c'est encore pire, ceux qui font du PHP en back et JavaScript en front, ils sont pris entre deux feux. Eh bien, rappelez-vous de cette sage citation de Bjarne Stroustrup, le créateur de C++, il y a 2 types de langages, ceux dont les gens se plaignent, et ceux que personne n'utilise. Les GitHub Actions, c'est une action que vous pouvez déclencher en fonction d'événements qui se produisent. Donc, comme nous, on est assez habitués quand même dans le développement aussi bien front que back, d'écouter les événements, finalement, c'est ce qu'on fait chaque fois qu'on met un event listener. Voilà, là vous avez un article, et surtout cette vidéo qui est très claire, qui vous explique en un quart d'heure comment créer vos propres GitHub Actions. Dans cette vidéo, que je vous mettrai également en lien, l'auteur va vous montrer comment créer une GitHub Action qui, quand il y a une pull request sur un de ses repos, eh bien, envoie automatiquement un remerciement à la personne qui a soumis la pull request. Bon, vous pouvez faire pas mal d'autres choses, évidemment. Et si vous préférez la version papier, tout est bien détaillé. Et donc voilà, si les GitHub Actions vous titillaient, eh bien, c'est l'occasion de vous y mettre avec cette vidéo et cet article. Voilà, je sors du dark mode. C'est pas franchement indispensable, mais c'est toujours assez marrant. Si vous avez envie de réduire la taille d'une image, mais de le faire en plus en faisant un petit clin d'œil aux images un peu rétro, eh bien, vous pourrez vous servir de cet outil. Alors, vous pourrez uploader une image. Bon, on va rester avec le petit perroquet, là, si je voudrais juste... voilà, si on peut pousser ça quand même. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez jouer, alors, pour vraiment les nostalgiques... Vous pourrez utiliser une image propre à ce qui se faisait à l'époque du Commodore en 64 ou un ZX Spectrum. Il n'y a pas eu de TO7, je suis très déçu. Et bon, sinon, jouer avec différents types de... Vous avez même une image type hacker, avec un fond vert. Et si le fond vert et noir n'a pas votre préférence, vous pouvez très bien personnaliser, puis choisir d'autres couleurs. Imaginons, je sais pas, quelque chose de rouge, hop, vous l'appliquez, hop. Et là, vous pouvez personnaliser les images. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est toujours marrant. Enfin, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, ça a été créé par votre serviteur, Bibi. Et donc, j'avais 2 objectifs depuis la fin de l'année passée. Bon, c'était de bosser les algorithmes. J'ai bien bossé, j'ai bossé 2 heures par jour depuis octobre ou novembre, c'est depuis l'entretien avec Captain Dev. Et c'était de bosser aussi, essayer de faire des choses un peu moins laides, donc de bosser HTML, CSS, JavaScript, en dehors de tout framework, sachant que le reste du temps, de toute façon le reste de la journée, on est toujours sur un framework, que ce soit React, Angular, Vue, Svelte. Et vous avez vu le simple fait d'utiliser une police personnalisée, là c'est Roboto que j'ai utilisé, d'utiliser un peu de CSS pour rendre la chose un peu plus jolie. Je me suis fait ce petit outil qui me fait simplement des requêtes, je les ai déployées à l'aide de Vercel. Et ça me donne, par exemple, si je veux taper combien d'utilisateurs il y a tiens, on voit ce que j'avais tapé dans le passé. Voilà, Express. Combien d'Express a été installé ce dernier mois? Voilà, il a été installé 67 000 fois. J'ai voulu aussi ajouter des petits espaces entre les chiffres quand on a les grands chiffres. Quand on a affaire à Crêperie, c'est moi qui avais créé ce petit package NPM, je suis surpris. Bon, lui, forcément, il l'a utilisé que 9 fois. Il est un peu loufoque, mais je voulais voir comment on crée un package NPM et je l'avais déployé. Et sinon, pour un package qui n'existe pas, c'est quand même pris en charge, donc vous pouvez montrer les stats. Il dirait désolé, il n'y a pas de résultat pour Azerty, tout simplement parce que Azerty n'existe pas. Donc voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, tiens, mettez-moi un petit dièse Vanilla JS Power, par exemple. C'est un peu absurde, mais c'est pas grave, juste pour savoir qui arrive jusque-là. Et si ça vous intéresse d'avoir des petits exemples de l'application faite uniquement avec du Vanilla JavaScript, du CSS et du JavaScript pour faire des choses un peu moins laides que ce que j'ai fait depuis 2003, ça fait 17 ans que je fais des choses LED. Et à un moment donné, je me dis, bon, essayons d'améliorer un peu le graphisme. Mais finalement, on a quand même du plaisir quand on n'est pas purement dans le code. Ah oui, puis un petit truc, quand on rafraîchit, vous allez voir que le focus est là. Puis tant qu'il n'y a rien, on désactive le bouton pour éviter des recherches inutiles. Et ouais, voilà, là c'est activé. Et si dès qu'on a envie du contenu, le bouton est désactivé. Voilà, le bouton aussi a été un peu customisé avec les CSS. Donc si vous l'HTML, CSS et JavaScript vous intéresse en natif, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il n'y a pas que les frameworks dans la vie. Un petit like si vous aimez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous rappelle, les vidéos qui continuent à bien marcher, et je vous en remercie. C'est les vidéos, pour ceux qui veulent prendre en main d'autres frameworks que ceux auxquels ils sont habitués, si vous voulez vous essayer à Angular, vous avez cette vidéo d'1 heure et demie sur Angular. Ceux qui veulent s'essayer à Vue, dans la V3, une petite vidéo d'1 heure sur Vue. Et j'en mettrai 2-3 autres aussi également. N'hésitez pas à élargir vos horizons et à passer de bonnes vacances pour ceux qui regardent en direct.